Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24 avec mon invité aujourd'hui, Louise Arbour, ancienne procureure en chef du tribunal pénal international sur la Yougoslavie, ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU jusqu'en 2008. Vous êtes à Paris aujourd'hui parce que la Fondation Chirac vous a remis son prix annuel pour votre action en faveur de la résolution des conflits. Vous étiez donc à l'honneur. Aujourd'hui, vous présidez l'International Crisis Group, qui est un groupe dont un certain nombre d'experts s'expriment régulièrement dans les médias, y compris sur France 24. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence par parler des sujets qui ont été votre quotidien pendant longtemps, des sujets qui concernent la Cour pénale internationale. Il y a de plus en plus conflit entre la souveraineté des États et l'action de la Cour pénale internationale. Il y a deux cas qui sont opposés. Le premier cas, c'est celui de Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de Kadhafi, qui a été inculpé par la Cour, qui a été arrêté en Libye. Où est-ce qu'il doit être jugé? Écoutez, c'est un cas assez complexe, parce que, d'abord, il faut reculer un peu. La Libye n'est pas partie au traité de Rome qui a créé la Cour. Donc, en principe, la Libye n'est pas soumise à la compétence, à la juridiction de la Cour. De façon exceptionnelle, comme ça a été le cas pour le Soudan également, le Conseil de sécurité des Nations unies a référé le dossier à la Cour pénale internationale. Et la Cour, de façon très rapide, a émis des mandats d'arrêt, des actes d'accusation. Avec ça en place maintenant, le droit international exige des autorités libyennes qu'elles transfèrent Saïf al-Islam et M. Sanoussi à La Haye. Et si elle veut se ressaisir du dossier, la Libye doit demander à la Cour de se dessaisir en sa faveur. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et c'est pas la décision du procureur, même c'est la décision des juges. Et ce qui doit les guider, c'est la question de savoir est-ce que la Libye est en mesure d'offrir à ces deux personnes inculpées des procès justes et équitables. Est-ce qu'elle a la capacité? Votre réponse à ça, c'est quoi? Ça sera la réponse des juges. Je ne vais pas présumer de donner la réponse. Mais comme juriste international, vous avez quand même... On a tous un sentiment, même moi comme journaliste, j'ai un sentiment. Alors, je vais vous dire. D'abord, la Libye, c'est un pays qui n'a pas eu de système judiciaire crédible depuis 45 ans. Alors, c'est un pays qui parle avec pas beaucoup d'atouts pour convaincre les autorités internationales de sa compétence, de son impartialité, de son professionnalisme, de son intégrité. Ceci étant dit, le droit international favorise les instances nationales. Donc, elles ont préséance en principe. Alors, ce sera à la Libye de persuader la Cour qu'elle a la compétence et la volonté politique d'offrir un procès équitable. Et puis, il y a la question de la peine de mort. Oui, ça aussi, moi, ça me préoccupe beaucoup. Les instances internationales, évidemment, n'appliquent pas la peine de mort. Mais si je me suis pas renseignée en détail, mais je pense que ça n'est pas une condition pour empêcher les autorités nationales d'exercer leurs compétences. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale ne pourrait pas dire on peut pas envoyer un dossier dans le pays X parce que c'est un pays qui applique la peine de mort. Quand bien même ce serait une condition favorable à empêcher le pays en question d'exercer sa souveraineté, est-ce que ce serait possible? Ben écoutez, le problème aussi en Libye, c'est qu'il y a eu évidemment l'exécution, disons-le, plutôt sommaire du colonel Kadhafi. Donc, il pourrait y avoir des inquiétudes que les autorités n'aient pas un contrôle absolu sur des opérations de lynchage. Alors, il y a des raisons de s'inquiéter, mais comme je vous dis, l'environnement est tel que la préséance est aux autorités nationales. Mais dans le cas actuel, je pense que la Libye va avoir certaines difficultés à persuader les juges de déférer. Dans la mesure où la Libye s'est libérée grâce à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que ça légitime pas une intervention du Conseil de sécurité de l'ONU pour demander effectivement que Saïf al-Islam ait un procès équitable et peut-être un procès international? Oui, ils l'ont déjà demandé en référant le dossier à la Cour. Et là, si vous voulez avec appuyer... un peu plus d'insistance ou de menace, j'ose prononcer le mot peut-être, non? Écoutez, je pense que les acteurs internationaux qui ont accompagné le processus de libération de la Libye sont en bons termes avec les autorités libyennes actuelles. Moi, je suis pas convaincu qu'ils vont vouloir mettre beaucoup de pression pour les forcer à abandonner, par exemple, Saïf al-Islam à La Haye, où on aura un procès où il pourra s'exprimer très librement, dire beaucoup de choses. On va voir comment ça... Mais c'est un dossier dans lequel, je pense,
c'est un peu malsain de voir les tensions entre les enjeux judiciaires et les enjeux politiques. Tiens, justement, quel avait été votre sentiment? Beaucoup d'observateurs ont estimé que cette résolution du Conseil de sécurité 1973, à la suite de laquelle donc l'OTAN est intervenue en Libye, avait été très largement outrepassée. Est-ce que ça a gêné la façon dont ça s'est passé? Ben écoutez, on dit qu'elle a été outrepassée, alors que, premièrement, la terminologie de la résolution 1973 parle de toutes les mesures nécessaires, sauf l'occupation. Ben, c'est large. C'est large. Alors, ceux qui disent par la suite, ben, on pensait pas que ça pouvait impliquer un changement de régime, on peut, d'une part, douter de leur bonne foi, parce que quand on essaie d'empêcher un soi-disant dictateur qui a exprimé des intentions meurtrières envers son peuple, c'est pas évident pour moi comment on peut l'empêcher sans avoir un changement de régime. Le point de vue que vous souteniez, du temps que vous étiez commissaire à l'ONU aux droits de l'homme, c'est qu'au nom des droits de l'homme, ça peut aller jusqu'à un changement de régime. Toute la doctrine de la responsabilité de protéger, qui a été acceptée par l'Assemblée générale des Nations unies, repose sur les prémices fondamentales que tous les États ont l'obligation de protéger leurs propres citoyens contre les atrocités, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et que s'ils se montrent incapables de s'acquitter de cette obligation passe à la communauté internationale qui a la responsabilité d'intervenir, y compris de façon militaire. Jusqu'au changement de régime. Alors, on ne dit pas comment, on dit qu'il y a la responsabilité d'intervenir. Mais dans le cas de la Libye, moi, je pense que il y a une certaine mauvaise foi de dire on n'avait pas pensé que ça impliquait un changement de régime. Et franchement, il y a une certaine mauvaise foi de ceux qui savaient très bien qui s'engageaient dans un changement de régime et qui ne voulaient pas le dire. Et qui disaient tout le temps non, 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 on n'est pas là pour renverser le régime, mais pour protéger les citoyens. Pourtant, vous avez dit ce matin, je crois, que vous craignez, par exemple, s'agissant de la Syrie, qu'il y ait une internationalisation du conflit, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui circulent. On parle d'intervention de la Turquie, on parle de corridors humanitaires qui seraient mis en place. Enfin, il y a quand même un certain nombre de gens qui disent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec la Syrie qu'en Libye. Et vous avez dit attention à ne pas internationaliser. Pourquoi deux traitements aussi différents? Eh bien, d'abord, tout est très contextuel. Hein? La Syrie, c'est pas la Libye. Il y a des enjeux régionaux et des positionnements géopolitiques régionaux qui sont très à risque s'il y avait une internationalisation du conflit. Mais est-ce que un défenseur des droits de l'homme, du point de vue des droits de l'homme, est-ce que vous devez rentrer dans ce genre d'analyse géopolitique? Moi, je ne suis plus le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme. Quand j'avais ce poste, j'avais un dossier, j'étais la voix des droits de l'homme pour les Nations unies. Je fais maintenant partie de la société civile où je peux m'exprimer de façon plus libre et plus large. J'ai pas du tout abandonné mon engagement envers les droits de l'homme, mais par l'entremise de International Crisis Group, on a une analyse politique qui englobe les droits de l'homme, mais qui englobe aussi le règlement pacifique des conflits. Donc dans cette mesure-là, ça veut dire qu'un raisonnement international ne peut pas reposer uniquement sur le droit international et sur la conception des droits de l'homme, mais doit tenir compte aussi du contexte géopolitique. C'est ça que vous dites? Oui, et d'ailleurs, le droit international ne répond pas à tout. C'est encore un domaine du droit qui encadre certaines actions, mais qui ne propose pas toutes les solutions, par exemple au conflit syrien, avant d'internationaliser le conflit et de le surmilitariser. Vous savez, le conflit syrien, c'est le seul jusqu'à maintenant, ou un des seuls, où les protestataires sont demeurés plus ou moins non armés. Alors, ça change. Ça commence à changer, c'est pas étonnant, mais là, un engagement international ou une pénétration militaire, quelle que soit la formule internationale, risquerait de donner de la crédibilité à la théorie du régime de M. Assad, qui a dit depuis le début que c'était un conflit qui était complètement alimenté par des intentions étrangères, ce qui n'était pas le cas. Avant de revenir, je voudrais pas oublier que j'avais dit qu'il y avait deux cas. Le deuxième cas, c'est celui de Laurent Gbagbo. Là, on voit que le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pourrait être tenté de le confier à la justice internationale pour décourager en gros un peu ses partisans qui restent nombreux dans le pays d'essayer de demander sa libération. Est-ce qu'il a raison de le faire, à votre avis, s'il le fait? Je pense que sur la Côte d'Ivoire, le positionnement juridique est bien engagé, c'est-à-dire que les instances nationales ont compétence et la Cour pénale a dit, écoutez, on vous accompagne, on vous suit de très près. S'il s'avère que vous avez
pas la capacité ou la volonté politique d'examiner les exactions des deux côtés, on pourra toujours intervenir. Alors, je pense que, encore une fois, la préséance est aux autorités locales, mais si elle ne bouge pas ou qu'elle ne bouge pas de façon impartiale, la Cour pénale pourrait s'engager. Une dernière question qui concerne cette espèce de paralysie du Conseil de sécurité. Dans le passé, vous aviez beaucoup critiqué les États-Unis pour l'utilisation qu'ils faisaient du droit de veto. Aujourd'hui, c'est plutôt la Russie et la Chine. Pourquoi ne pas intervenir, peut-être en tant que président de l'International Crisis Group, pour dénoncer ce blocage de la part de la Russie et de la Chine? Mais on le fait. En fait, on n'a aucun parti pris. On dénonce des blocages quand on pense que ces blocages sont mal fondés. Le fait qu'il y ait beaucoup d'ambivalence sur le dossier syrien dans la communauté internationale, je pense que ça représente vraiment le manque de consensus sur le bien fondé d'une action internationale qui pourrait être très musclée comme celle en Libye. Je pense que la résolution 1973 sur la Libye va pas encourager des opérations, un consensus au Conseil de sécurité à court terme pour des opérations similaires. Louise Arbour, merci d'avoir été l'invitée de l'entretien de France 24. Bravo pour votre prix. Donc je rappelle le prix de la Fondation Chirac auquel est associé France 24. Merci d'avoir suivi cet entretien et vous le retrouvez bien sûr sur france24.com. À bientôt.